Alors, bonjour à tous. Ayant constaté le quorum, je déclare la séance de la Commission de l'Éducation et de la Culture ouverte. La Commission est réunie afin de poursuivre des consultations particulières et des auditions publiques dans le cadre du mandat d'initiative portant sur les révélations de violences lors des initiations dans le milieu du hockey junior et la possible situation dans d'autres sports. Monsieur le secrétaire, y a-t-il des remplacements? Pas de remplacement. Donc, nous entendrons cet avant-midi l'organisme et les personnes suivantes, dans le fond, l'Institut national de santé publique du Québec. Alors, nous avons de ma gauche à la droite, Mme Dominique Gagné, conseillère scientifique. On a aussi M. Pierre Gerlier-Forêt, président-directeur général. Ensuite, Dr. Joanne Lagu, médecin spécialiste en santé publique et médecine préventive, adjointe à la programmation scientifique et qualité. Et finalement, Dr. François Desbiens, qui est médecin spécialiste en santé publique. Également médecin spécialiste en santé publique et médecine préventive et vice-président aux affaires scientifiques. Désolée. Alors, donc, nous entendrons également Mme Danielle Sauvageau, conseillère conférencière, coaching exécutif et sportif, conjointement avec M. Camille Thériault, qui est ancien premier ministre du Nouveau-Brunswick, qui sera avec nous en visioconférence. Donc, je souhaite la bienvenue aux représentants de l'Institut national de la santé publique du Québec. Donc, je vous rappelle que vous avez 10 minutes pour votre exposé, après quoi nous procéderons à la période d'échange avec les membres de la commission. Donc, je vous invite donc à vous présenter à tour de rôle et par la suite à nous faire part de votre présentation de 10 minutes. Merci, Madame la Présidente. Bonjour. Et puis, évidemment, bonjour aussi, chers membres de la Commission. Mon nom est Pierre Gerlier-Forêt. Je suis le président-directeur général de l'Institut national de santé publique. Nous sommes un organisme public qui est rattaché au portefeuille de la santé et des services sociaux. Et depuis 25 ans, nous sommes au Québec le principal centre de référence et d'expertise en santé publique. Ça va sans dire, on est vraiment très honorés par votre invitation. Vous faites un travail très important. J'ai été un parent, moi aussi. Nous sommes vraiment très, très heureux de pouvoir y contribuer. Comme vous l'avez souligné, je suis accompagné de 3 excellents collègues qui vont pouvoir répondre à vos questions dans quelques minutes. À ma droite, donc, Dominique Gagné, qui est la coordonnatrice de l'équipe de l'Institut qui s'intéresse à la promotion de la sécurité et à la prévention de la violence, une des meilleures expertes au Québec en matière de violence dans les sports. La docteure Joanne Lagu, à ma gauche, qui est un médecin, comme vous l'avez mentionné, un médecin de santé publique, mais c'est surtout une experte des risques psychosociaux et la façon dont ils affectent les individus et les communautés. Donc, sa présence ici fait beaucoup de sens compte tenu de votre mandat. Et finalement, le docteur François Desbiens, qui est le vice-président aux affaires scientifiques de l'Institut. C'est lui aussi un médecin spécialiste de santé publique, mais j'ai pensé à l'inviter à se joindre à nous parce qu'il a une expérience régionale tout à fait unique. C'est quelqu'un qui a travaillé à la fois en milieu urbain, semi-urbain et rural, et donc il a un très bon sens des ressources qui sont disponibles dans chacun de ces environnements-là pour mettre en œuvre des programmes ou des politiques. D'entrée de jeu, l'INSPQ salue l'initiative de la Commission. En santé publique, on sait que la violence a des effets terribles, des effets terribles sur la santé physique et psychique de ceux qui la subissent. Et des effets, c'est probablement pour ça qu'on s'y intéresse tant, qui vont au-delà du moment où ont été perpétrés les gestes de violence, les gestes d'intimidation, les gestes d'humiliation. Il y a des victimes qui vont garder des traces toute leur vie de ces événements-là et qui vont transmettre leurs blessures, leurs propres blessures, à leurs proches et à leurs enfants. S'il y a bien une leçon que nous avons toutes et tous gardée de l'histoire des pensionnats, c'est bien celle-là, que les blessures se transmettent de génération en génération. Or, loin d'être une fatalité, nous pensons que c'est possible de réduire l'ampleur du phénomène de la violence et ses conséquences à long terme. Agir en amont, miser sur des interventions dont l'efficacité a été démontrée par l'expérience, par l'observation, mais aussi par la science, ça devrait nous permettre de mettre un terme au cycle de la violence. Et si nous réussissons, et je suis sûr que c'est ce que vous souhaitez, je pense qu'on aura collectivement changé pour le mieux la vie de nombreux jeunes, de leur entourage, non seulement maintenant, mais aussi pour demain. Donc, je vous remercie encore une fois de l'occasion qui nous est donnée de faire valoir une perspective de santé publique aujourd'hui dans cette discussion. Un des
un des rôles essentiels de l'INSPQ, c'est d'informer la population sur son état de santé, de bien-être, de parler des problèmes en émergence et des déterminants de la santé humaine. Et dès 2018, on a été sollicité pour coordonner un grand rapport québécois sur la violence et la santé qui donnait déjà un portrait précis, assez complet de la violence telle qu'elle est vécue chez nous au Québec à différents moments de la vie et dans différents milieux. Quand vous considérez l'ampleur du phénomène dans les sports, de ses conséquences sur la santé physique et mentale, comme je l'ai dit, du potentiel de revictimisation, de toute la gestion des facteurs de risque que ça suppose, vous ne serez pas surpris qu'il y avait déjà un chapitre entier du rapport de 2018 qui était consacré à la violence en contexte sportif. Et les conclusions de cette époque-là sont toujours valides. On ne doit pas avoir peur des mots. Des symptômes de choc post-traumatique, les dépendances, les troubles alimentaires, l'anxiété, l'idéation suicidaire, l'abandon de la pratique du sport. Les effets, comme je l'ai dit, de la violence en contexte sportif ne sont pas seulement immédiats, ils peuvent perdurer, compromettre la santé, le développement des jeunes à plus long terme et évidemment entraîner des effets sur d'autres sphères de leur vie. Ce que nous voudrions faire, puis ce qu'on a essayé de faire dans le mémoire que nous avons déposé, c'est de mettre en lumière 3 grands objectifs. Le premier de ces objectifs, c'est de montrer que les manifestations de violence interpersonnelles en contexte sportif sont très multiples et donc qu'elles nécessitent un large éventail de mesures et une approche concertée qui va impliquer toutes sortes d'acteurs. Étudier les facteurs de risque qui sont liés à la violence en contexte sportif, c'est complexe. Le tableau 1 dans le mémoire synthétise d'une façon qu'on pense très utile les manifestations de violence interpersonnelle, se déclinent sous toutes sortes de formes, la violence sexuelle, la violence psychologique, la violence physique. Elles sont vécues dans différents contextes. Les initiations, c'est seulement une partie du problème, un exemple parmi d'autres. Elles peuvent être perpétrées par des personnes en position d'autorité, mais aussi, comme on l'a vu, par les athlètes elles-mêmes ou eux-mêmes, et même évidemment par des spectateurs. Alors, quand vous considérez ce tableau, quand vous considérez le phénomène dans toute son ampleur, vous comprenez aussi que seul le déploiement d'une action concertée tous azimuts qui va impliquer les milieux de l'éducation, du sport et des loisirs, les municipalités, les organisations privées, puis toutes les autres organisations ou entités qui sont engagées dans le milieu sportif, est susceptible de garantir que les orientations soient non seulement cohérentes, mais aussi diffusées et surtout appliquées. On pense aussi qu'il faut accorder une attention particulière à la banalisation, à la normalisation de la violence, autant des acteurs du système sportif que des médias et de la population en général. Le deuxième grand objectif de notre mémoire, c'est de montrer l'urgence d'accroître l'imputabilité des acteurs clés. Disons-le sans détour, les organismes et les fédérations sportives, tout comme les milieux académiques, sont appelés à jouer un rôle essentiel pour assurer aux participantes et aux participants un milieu sain et sécuritaire. Alors, l'INSPQ reconnaît qu'il y a eu des progrès en la matière, des nombreuses initiatives qui ont été prises par le gouvernement en matière réglementaire, des efforts de sensibilisation et de formation qui ont été menés par les associations sportives. Mais il faut consolider ces mécanismes, il faut consolider ces actions avec des systèmes de reddition de comptes qui vont au-delà du traitement des plaintes et qui parlent directement aux athlètes, qui leur permet à eux de comprendre ce qui se passe et de voir comment ils sont impliqués, comment se défendre, évidemment, lorsqu'ils sont menacés. En troisième lieu, il faut des données. C'est une demande répétée de la santé publique, cette demande-là. On peut rien faire. Nous sommes impuissants, les gens de santé publique, si nous n'avons pas accès à des données. Il faut documenter la problématique de la violence en contexte sportif québécois. C'est pas possible d'imaginer des interventions. C'est pas possible d'évaluer des programmes si on n'a pas accès à des données, si on n'est pas capable de documenter ce qui se passe. Et donc, l'INSPQ réitère l'importance de bien documenter l'ampleur, les risques, les effets de la violence qui est vécue en contexte sportif au Québec. Il y a actuellement une enquête
sur le vécu des athlètes qui est mené par l'Institut de la statistique du Québec. Ça va nous donner assez rapidement des données essentielles sur la violence envers les athlètes québécois de 14 à 30 ans. Mais je pense et nous pensons qu'il faut dès à présent commencer à penser à pérenniser cette enquête, à faire en sorte qu'on fasse cet exercice-là sur une base régulière, de façon à ce qu'on puisse suivre les effets du travail qu'on fait en ce moment ensemble et qu'on puisse voir s'il y a effectivement des progrès. Ça serait aussi utile d'avoir un registre qui compile les informations qui émanent du mécanisme de traitement des plaintes, de façon à ce qu'on ait cette information-là et qu'on puisse, là encore une fois, se rendre compte des progrès ou au contraire du fait que la situation n'avance pas. En conclusion, j'espère que ces réflexions qui, comme vous l'avez vu dans le mémoire, c'est l'habitude de l'INSPQ, sont appuyées sur les connaissances scientifiques disponibles, que ces considérations-là vous seront utiles. Et bien entendu, il va nous faire plaisir de répondre à vos questions. Je vous remercie encore une fois de votre attention et évidemment de l'invitation à participer aux travaux de la Commission. Merci infiniment pour votre exposé. Je voulais juste vous informer que la Commission n'a pas reçu le mémoire en question. Alors, si c'était possible pour vous de le transmettre au secrétariat, je pense que les membres de la Commission apprécieraient grandement. Absolument. Merci. Nous allons donc débuter nos échanges. Alors, je cède la parole du côté du gouvernement. Alors, qui se lance pour... Oui, monsieur le député, allez-y. Oui, merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci beaucoup pour votre présence à vous quatre ce matin. C'est apprécié pour votre participation. Je suis convaincu que les collègues membres de l'opposition, pas de l'opposition, mais de la Commission, pardon, et de l'opposition vont apprécier également votre passage. On va prendre connaissance de votre mémoire, bien entendu, dès qu'il sera rendu sur le site greffier de la Commission. Mais j'ai quand même quelques questions pour vous, puis je vais passer rapidement la parole aux collègues. Dans votre introduction, vous avez parlé de l'importance des processus de plainte, hein, des systèmes de gestion et du processus des plaintes. Est-ce que vous avez une opinion concernant le processus actuel des plaintes dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, parce que, et je vous le répète, le commissaire sortant, M. Courteau, le 22 février dernier, nous apprenait que le système de gestion des plaintes à l'interne, les plaintes sont reçues directement actuellement par la directrice des services aux joueurs de la Ligue. Alors, selon vous, est-ce que c'est un processus qui est convenable et surtout suffisamment indépendant? Et je ne vous demande pas, là, je vous assure, de faire le procès du passé, mais peut-être d'aiguiller le nouveau commissaire dans son rôle qui aura à développer probablement gestion des plaintes plus efficace ou plus indépendant afin que les choses dont nous avons été témoins ne se reproduisent pas dans le futur. Je vais demander d'abord à Dominique de répondre à la partie plus technique de votre question, puis je dirai un mot après. Effectivement, nous, ce qu'on suggère, c'est d'avoir un mécanisme le plus indépendant possible, notamment pour favoriser pour faire en sorte que les personnes victimes puissent être dans un milieu sécuritaire pour déposer leur plainte aussi. Parce que des fois, ça peut être difficile de dire « je vais déposer une plainte » alors que je la dépose directement à la personne qui est dans mon organisation. Donc, on suggère évidemment un mécanisme le plus indépendant possible. L'autre critère qu'on a mentionné dans le mémoire que j'ai rappelé aujourd'hui, c'est aussi un critère de transparence de ces mécanismes-là, de faire en sorte qu'il y ait un moyen de documenter les plaintes, parce que sinon, encore une fois, on ne pourra pas voir le progrès auquel on aspire tous dans ce domaine. Bon, tandis que vous abordez le point de la transparence, je vous amène sur votre affirmation concernant les données que vous avez fait dans votre introduction. Pour un organisme comme le vôtre, les données, c'est le nerf de la guerre. Hein? En quelque sorte, là, vous pouvez appuyer vos recommandations, vos recherches sur des données probantes. Et ce que je crois comprendre, c'est que là, vous déplorez un peu que vous n'avez pas accès à l'ensemble des données du milieu sportif, entre autres, qu'ils soient dans le milieu de l'éducation, parce qu'on a quand même reçu les gens du RSEQ, mais également des ligues privées. Donc, votre souhait, c'est qu'une plus grande transparence dans le processus des plaintes, des résultats également, mais l'ensemble des données pour que vous puissiez vous appuyer sur des données probantes, c'est bien ça? Oui, puis Joanne, veux-tu commenter sur ça?
Oui, effectivement, pour travailler, on a besoin de bonnes données. Et actuellement, pour la violence en contexte sportif, c'est très peu documenté au Québec. On a accès à très peu de données. Il y a très peu d'enquêtes. Il y a une première enquête qui est en cours. C'est la première, mais si on veut voir les tendances, il faudra les répéter. Donc, effectivement, on n'a pas un bon accès à... Peut-être qu'il y a des données qui existent auxquelles on n'a pas accès, mais des données, ça prend aussi des données populationnelles et des données des organisations pour voir un peu le portrait d'ensemble, puis pouvoir dégager vraiment des leçons à tirer de tout ça. Alors, c'est sûr que l'accès aux données, c'est un... Puis des données le plus possible comparables, ça, c'est important aussi. Donc, ça serait intéressant de voir est-ce qu'il y a une organisation qui chapeaute un peu les recueils de données, là, si ça se fait dans différents contextes, pour qu'on puisse obtenir des données comparables. Pour qu'il y ait une certaine standardisation des données que vous allez recevoir, pour que les comparables soient... Oui. OK. J'espère que votre appel sera entendu aujourd'hui. Je suis convaincu qu'il l'a été chez les membres de la commission. Dernière question pour moi, Madame la Présidente. Ça m'a un peu, bien pas surpris, mais quand même, dans votre introduction, vous avez parlé de la banalisation qui était présente non seulement dans le milieu, mais également dans les médias. Est-ce que vous pouvez m'en dire davantage? Parce que je pense que c'est un des buts également de la commission qu'on tient, entre autres aujourd'hui, d'essayer de mettre les projecteurs sur des pratiques complètement inacceptables et que la banalisation soit enlevée là, du processus. Dominique, oui. Au niveau de la banalisation, je vous dirais qu'il y a un besoin de prendre conscience de c'est quoi la violence. Souvent, par exemple, quand on va parler de violence conjugale ou d'intimidation, les gens ne savent pas trop à quoi on réfère quand on parle de ça. Fait que des fois, le fait qu'on comprend moins, on nomme moins c'est quoi les comportements qui sont des comportements violents ou des gestes violents, ça peut contribuer à la banalisation parce que finalement, on ne se rend peut-être pas compte qu'on est en train de poser des gestes qui sont appropriés ou qui sont violents. C'est sûr qu'à travers les médias, on a travaillé à l'Institut, on a déjà plusieurs outils qui visent à documenter les effets là, de la couverture médiatique, puis de donner aussi des outils, des manières de bien présenter là, la violence pour justement éviter de banaliser. Par exemple, je vais vous donner l'exemple en violence conjugale, quand on couvre les cas d'homicide, si on dit que la personne a tué son enfant par amour, bien, on envoie une image que finalement, ça peut être justifié par un geste d'amour. Fait qu'il faut vraiment faire attention dans la façon dont c'est présenté, dont c'est nommé, puis prendre conscience vraiment de qu'est-ce qu'on entend par violence, quelles sont les manifestations, quels sont les types de violence. Ouais, je comprends très bien. Les mots ont de l'importance, oui, comme vous énormément. dites. Merci, Madame la Présidente. Je cède la parole à vos collègues. Oui, Monsieur le député de Beauce-Sud. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à la Commission. Est-ce que l'Institut national de santé publique a déjà rencontré la Ligue de hockey junior majeur du Québec? Non. Est-ce que l'INES serait intéressé, l'Institut national serait intéressé à rencontrer la Ligue de hockey? Oui, a priori. Vous savez, on rencontre beaucoup d'intervenants. On a des discussions avec des gens. Il y a des gens qui nous consultent tout le temps, donc c'est tout à fait envisageable, oui. OK. Parce que vous êtes une institution publique, et là, il faut trouver une façon que vos études, vos constats que vous venez nous partager se rendent sur le terrain. Et là, j'ai l'impression qu'il y a un maillon qui manque, là. Notre rôle comme commission sera effectivement de faire des recommandations, de déposer un rapport. Vous avez fait un travail qui est sérieux, qui est crédible, mais visiblement, ça ne se rend pas là, sur le terrain. Alors, vous n'avez pas rencontré la Ligue de hockey. Là, je prends ceux-là comme exemple parce que si on est réunis ici aujourd'hui, c'est entre autres parce que ça a émané de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, mais vous ne les avez pas rencontrés. Est-ce que vous seriez à l'aise? Est-ce que notre commission émette une recommandation à ce que vous faisiez la tournée des ligues? Oui, absolument. Ça ne pose aucun problème. Ça fait partie du mandat général de l'Institut. Il faut comprendre que, comme organisation publique, on répond aussi à des demandes, à des mandats qui nous sont donnés par le ministre de la Santé d'abord, mais aussi par d'autres ministères. Alors, évidemment, le mandat qui nous serait donné par la Commission nous obligerait immédiatement. Parce que ces ligues-là peuvent être par moments dépourvues d'outils pour pouvoir faire le travail que vous avez fait. Alors, je pense que des rencontrer sur une base régulière pour présenter vos travaux, ça pourrait aider. Maintenant, vous êtes des professionnels de la santé, des médecins en santé publique, vous avez une expertise importante.
Est-ce que, selon vous, des initiations, c'est bon pour des jeunes? Ou un rite de passage? Je veux vous entendre là-dessus. C'est ça. Mes amis anthropologues vous diraient que toutes les sociétés ont des rites d'initiation. Mais ces rites d'initiation-là ne conduisent pas nécessairement à la violence, à l'humiliation. Ils sont là pour que les jeunes puissent s'intégrer, pour démontrer leur courage, leur valeur, leur appartenance à la communauté. En soi, ce n'est pas mauvais. En soi, au contraire, je connais peu de sociétés humaines qui ne pratiquent pas des initiations sous une forme ou sous une autre. Mais là, on ne parle pas de ça, on parle de bizutage. Là, on parle de violence, on parle d'humiliation, on parle de choses qui peuvent laisser des marques pendant toute votre vie. C'est vraiment, je pense, justement deux choses assez différentes. Mais c'est important quand même de vous entendre sur les rites de passage, sur le bizutage, sur l'initiation. On est très conscient qu'il y a des initiations, il y a eu trop de violence, et je pense que c'est unanime au Québec qu'on doit condamner ça et l'interdire. Mais du moment où on sait qu'au Québec, dans différents sports, le député de Marquette en a parlé, il se tient encore des rites de passage, des initiations. La Ligue de hockey nous a dit hier, 2015-2017, il y en a eu. Puis savez-vous quoi? Je n'ai pas l'information, mais je pense qu'à peu près à tous les fins de semaine au Québec se tient ce genre de rite de passage-là. Vous êtes des médecins en santé publique. Si vous aviez une recommandation à faire aux parlementaires québécois au niveau de l'encadrement des rites de passage ou des initiations, McGill sont venus ici. Ils ont défini clairement qu'est-ce qu'était un rite de passage qui avait du sens. Vous êtes des médecins en santé publique. Quelles recommandations faites-vous aux parlementaires? Est-ce qu'on doit le faire comme McGill, bien le définir, ou est-ce qu'on doit l'interdire pur et simplement? Je pense que la position qu'on a prise dans le mémoire, et je vais laisser Joanne compléter, mais la position qu'on a prise dans le mémoire, c'est que si on est incapable de l'encadrer, il faut l'interdire. C'est ça la position de l'Institut à ce moment-ci. Joanne, veux-tu compléter? Ça résume bien notre position, effectivement. Je pense qu'il faut absolument encadrer ces initiations-là pour qu'elles soient exemptes de violence et qu'elles contribuent au développement des jeunes dans de leur développement personnel, leur développement de vie. Et si on n'est pas capable d'y arriver, bien, il vaut mieux les interdire. Et je conclurai avant de laisser la parole aux collègues. Les parents, là-dedans, on les situe où? On les amène où? Parce qu'ils font partie de l'équation. Oui, eux aussi, on touche à cette question-là, l'importance d'associer les parents à ces questions-là, de les associer dans les processus, par exemple, de formation, de les associer à des processus qui conduisent à ce que les athlètes, leurs entraîneurs, les gens qui les entourent, mais aussi les familles s'engagent, elles aussi, dans un processus de reconnaissance du problème que pose la violence dans les sports. Excellent. Encore une fois, comme je vous l'ai dit au départ, j'ai été parent. Je vois tout à fait le problème que ça pose et l'importance de nous associer directement à ces questions-là. Je pense qu'une rencontre avec Mario Cicchini, qui va prendre le 8 mai ses fonctions comme commissaire, sera certainement très appréciée. Merci pour votre participation à nos travaux. Merci, M. le député. Je cède la parole au député de Côte-du-Sud. Merci à mon collègue qui pose une excellente question parce que j'ai été moi-même assez présent dans le monde de l'éducation, dans le monde des jeunes. Puis effectivement, ces rites de passage-là qui sont importants, non seulement dans le domaine sportif, mais aussi dans le domaine culturel, dans différents domaines de notre société. Ce que je comprends de vos affirmations, c'est de dire si on n'est pas en mesure d'encadrer d'une façon efficace, il vaut mieux l'interdire. C'est ce qu'on comprend juste de vos discussions-là. Merci. Dans les informations que vous nous avez transmises, vous parlez de violence interpersonnelle chez les jeunes en contexte sportif. Puis tout à l'heure, on a parlé de différentes formes de violence. J'aimerais savoir si on avait une tarte, là, pouvez-vous un peu définir la violence entre sportifs, la violence dans les estrades, les parents? Est-ce qu'on est en mesure de faire un pourcentage un petit peu qui présente, selon vous, là, sommairement, les types de violences qu'on peut rencontrer pour leur pourcentage à l'intérieur du monde sportif? Bien, je vais y aller, dans le fond, comme je vais y aller avec les données qu'on a présentement de disponibles. Il y a une étude qui a été réalisée au Québec en 2017 auprès de 1055 jeunes athlètes qui a fait ressortir qu'au cours de leur carrière sportive, là, il y avait 80 % qui avaient au moins vécu une expérience de violence psychologique.
Puis ça ressort dans les études. Là, on met souvent l'emphase sur la violence physique, mais la violence psychologique est davantage prévalente selon les données qu'on a disponibles. Dans la même étude, on avait à peu près 40 qui avaient au moins vécu une forme de violence physique. Puis on avait aussi la négligence en sport à 35 puis 28 de la violence sexuelle. Ce qu'on a aussi souvent, puis vous pourrez le voir quand vous allez prendre connaissance du mémoire, là. Nous donner juste l'information Oui. sommaire de les données viennent d'où, puis combien de personnes traitées environ. On a aussi, dans le fond, selon ce qui ressortait là, dans le rapport québécois sur la violence et la santé, on voit que la grande majorité de la violence vécue par les athlètes est vécue entre pairs, beaucoup, notamment lors des séances d'initiation. Puis quand on tombe dans les athlètes de haut niveau, là, c'est un peu plus au niveau de l'entraînement, au niveau de l'entraîneur, au niveau de l'association. Donc là, on change un peu d'auteur ou de personne qui va perpétrer les gestes. Au niveau des spectateurs, ça, je n'ai pas de données, là, malheureusement, à vous présenter aujourd'hui, là. Mais c'est un peu ce que j'avais. Puis il y a aussi, si ça peut vous intéresser, il y avait quelques données sur le bizutage aussi qui disaient, là, on avait une étude qui a été réalisée auprès de 388 athlètes universitaires canadiens. Désolée de vous interrompre. Il vous reste environ 25 secondes pour conclure. OK. Bon, juste pour vous dire que ça, c'est quelque chose aussi qui est documenté et pas juste au hockey, dans d'autres types de sports chez les athlètes de haut niveau. Okay, merci. J'avais d'autres questions pour vous, M. Desbiens, pour savoir la relation entre le rural et l'urbain, mais on y reviendra en coulisses tout à l'heure. Merci. Je cède de la parole maintenant au porte-parole de l'opposition officielle, le député de Marquette. Merci beaucoup, Mme la Présidente. Bonjour à vous quatre. Merci beaucoup d'être là. C'est tellement important de vous avoir. Vous êtes des experts dans la matière de santé publique. C'est important de vous entendre. Vous avez parlé d'entrée de jeu que 2018, parce que je suis allé voir sur votre site Internet, malgré qu'on n'a pas eu votre mémoire, là, je suis allé voir sur votre site Internet, puis vous êtes penché sur cet aspect-là, notamment la violence interpersonnelle chez les jeunes en contexte sportif, intimidation en contexte sportif également. Alors, j'ai fait mes devoirs, puis il y a des choses qui sont sorties quand même intéressantes, puis je veux l'aborder avec vous. Vous avez parlé en 2018. Pourquoi en 2018? Pourquoi pas avant? Pourquoi vous avez senti le besoin de sortir des données, de donner votre expertise sur cet élément-là, justement d'intimidation, d'harcèlement dans le contexte sportif en 2018 seulement, alors qu'on sait que ça date pas d'hier, ça, là. C'était essentiellement un problème de financement. On a eu les mandats pour faire le travail à ce moment-là. C'était une question que je voulais vous poser plus tard, mais vous me forcez à poser cette question-là. Justement, vous, votre mandat, je comprends que c'est un mandat qui est de soutenir le ministre et son ministère, mais pouvez-vous être proactif ou vous devez attendre une mission qu'on doit vous donner avant de, justement, déposer une expertise dans n'importe quel domaine que ce soit, juste pour comprendre un peu votre travail, là? C'est une question complexe, mais en gros, on peut dire qu'une grande partie de notre travail, on répond à des mandats qui nous sont donnés. On est financé en partie sur cette base-là. Mais en même temps, l'Institut a été créé pour constituer au Québec une espèce de base d'expertise en santé publique. Donc, on est aussi capable de mobiliser les ressources intellectuelles, scientifiques de l'Institut sur des problèmes quand ils surgissent, des problèmes émergents. Vous le voyez souvent là, dans l'actualité sur les questions de santé environnementale en ce moment, parce que ça fait les nouvelles continuellement. Mais on n'a pas de mandat, mais on prépare les situations, on est prêt. Et quand le problème arrive, que le ministère nous sollicite, on a des experts qui sont déjà capables d'intervenir. Et c'est ce qui s'est passé dans ce domaine-là. C'est-à-dire qu'on a une des directions de l'Institut qui fait beaucoup de travail en prévention et qui s'est intéressée à ce problème de la violence depuis très longtemps. Qui vous a donné le mandat en 2018? Ministère de la Santé et des Services sociaux. Merci beaucoup. Je regardais, là, justement, on va traverser ce que j'ai lu sur votre expertise, là. Sous la rubrique « Facteurs associés à un plus grand risque de victimisation chez les jeunes ». Et vous avez là des facteurs individuels, là, notamment sportifs qui évoluent dans des niveaux de compétition plus élevés. Vous parlez également spécialisation hâtive dans un seul sport. Moi, je veux comprendre un peu cet élément-là, parce qu'aujourd'hui, on est à l'ère d'essayer de comprendre.
ce qui est arrivé, puis pourquoi c'est présent, ça, dans notre monde sportif. Je sais qu'on parle beaucoup de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, mais je vais le répéter, là, je refuse de penser que c'est juste dans le hockey. Là. Puis je refuse de penser que c'est juste avec les garçons aussi, parce qu'on a entendu des histoires également chez les équipes féminines de plusieurs sports. Pourquoi la spécialisation hâtive dans un seul sport fait en sorte qu'il va y avoir plus d'intimidation, d'harcèlement, justement, chez un sportif ou une équipe sportive, là, notamment? Là? Je n'ai pas la réponse directement pour cette question-là, mais je vais vous retourner aussi, je vais faire un boomerang. Là. Vous avez vu aussi sur la même page où il y a beaucoup de facteurs de risque associés à l'organisation et aux normes de la société. Puis je vous dirais que il y a beaucoup le fait aussi excusez-moi, dans les stratégies qui sont utilisées par le coach, dans la culture de l'organisation. Puis c'est sûr que si l'athlète est toujours dans la même organisation en jeune âge où il y a des comportements comme ça qui sont permis, ça peut expliquer le facteur de risque associé au fait d'être toujours dans le même sport. OK, parce que ma question, c'est pourquoi vous êtes arrivé avec des éléments très, très, très précis? Parce que, on peut déborder là, sur la façon de développer nos jeunes sportifs au Québec. Puis là, vous parlez de spécialisation. Ça vient me toucher beaucoup parce qu'on s'aperçoit que c'est une problématique pour développer certains athlètes. On développe des spécialistes au lieu de développer des athlètes. Puis on voit que ça leur fait du tort, mais que vous l'ayez inclus dans votre expertise. Je trouvais ça pertinent de vous en parler. Il y a plusieurs efforts. Vous avez dit qu'il y a eu plusieurs efforts du côté du gouvernement. Mais comment est-ce qu'on voit, selon vous, des changements et des résultats concrets présentement ou une évolution? C'est pas parfait, là, parce qu'on est ici aujourd'hui. Là. Mais avez-vous vu une évolution, une amélioration depuis, justement, les efforts du gouvernement, que ce soit le gouvernement actuel ou le gouvernement passé? Oui, bien sûr. Je vous dirais que oui, il y a des efforts qui ont été mis en place. Malheureusement, on n'a pas les données pour comparer ce qu'il y avait avant, ce qu'il y avait après. Sauf que, par exemple, depuis 2014, là, il y a Sportaid qui est en place, que vous allez entendre, qui est là pour soutenir les athlètes, pour faire la prévention, la promotion de milieux sécuritaires. Il y a l'officier aux plaintes aussi, qui est un mécanisme plus indépendant, qui est là pour soutenir. Puis il y a quand même aussi certaines organisations là, qui ont, avec la politique d'intégrité, il y a des codes de conduite, des choses pour s'assurer que les entraîneurs, les parents, les athlètes sportifs aient aussi un encadrement. Donc, c'est sûr que ça va être intéressant de pouvoir suivre ça avec les données qui vont être disponibles. Puis je vous dirais qu'il faut s'assurer que ça soit pérenne aussi, que les gens soient informés, qu'on revoie le code de conduite fréquemment, parce que vous savez, quand on veut modifier des comportements, des attitudes, ça peut être très long. Il faut le répéter, il faut le ramener souvent comme étant quelque chose de très important pour contrecarrer les comportements violents. S'il y a un progrès de notre point de vue, c'est qu'il n'y a plus personne qui nous demande pourquoi on s'occupe de ça. Et ça, c'est un changement culturel important. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui s'étonne de voir la santé publique se pencher sur ces dossiers-là, ce qui n'était certainement pas le cas il y a une dizaine d'années. Quand vous parlez de données, puis je veux dire, c'est la base de votre expertise, il faut avoir des données, puis parfois, ça prend des années avant d'être capable de sortir un diagnostic ou une expertise. Dans le cas qui nous intéresse aujourd'hui, là, justement, puis je suis content que vous faisiez la différence entre bizutage et initiation. Là. Ça, c'est important de le faire. Mais les données, fait que vous allez chercher vos données chez Sportaid. Vous allez là, il y a un nouveau officier des plaintes qui est présent depuis 2020. Alors là, ça va être une façon également d'aller chercher des données. Mais la grosse problématique, puis on l'a vu, là, c'est que dans ce domaine-là sportif de haut niveau, notamment, là, on n'est pas capable d'avoir de l'information. Puis vous avez parlé aussi de dépôt de plainte. Mais la culture, c'est que c'est un passage obligé, ça devient une normalité. Puis c'est à l'âge de mon âge, 50, 52 ans, puis qu'on dit « maudit qu'on était niaiseux ». C'est là qu'on réalise. C'est là qu'on réalise que, franchement, c'est vraiment nécessaire. Alors, comment vous allez faire pour aller chercher les réelles données? Parce que les seules données que vous pouvez avoir, c'est ceux de Sportaid puis ceux de l'officier aux plaintes.
Il y a probablement 3 réponses différentes à votre question. La première, c'est qu'il faut continuer à documenter l'expérience des athlètes. C'est-à-dire pas seulement attendre les plaintes, mais aussi continuer de façon proactive à essayer de comprendre ce qui arrive dans leur vécu. Et c'est la raison pour laquelle on soutient l'enquête actuelle, puis on vous demande de recommander sa pérennisation pour qu'on puisse continuer à comprendre ce qui se passe. Ça, c'est essentiel. La deuxième chose, c'est un registre des plaintes, comme on l'a mentionné, qui soit centralisé avec des données standardisées, accessibles et transparentes. Ça nous permet de voir, de faire des mesures sur l'évolution du phénomène. Mais la troisième chose que j'ai mentionnée dans mon allocution, qu'on mentionne dans le mémoire, c'est la nécessité de créer un espace où les athlètes puissent à la fois s'informer, interagir avec des gens qui peuvent les aider à comprendre ce qui est en train de leur arriver, puis les conseiller quand ce qui leur arrive n'est pas normal. Et cet espace-là n'existe pas en ce moment. Et il faut qu'il existe à un niveau tel que vous puissiez sortir de votre discipline, hein, parce que sinon, c'est très difficile. Si vous êtes dans une discipline de haut niveau, c'est très difficile de sortir de ce cercle-là, mais c'est possible d'imaginer des espaces comme ça, qui soient accessibles. Il me reste 1 minute et demie, je pense. 2 minutes. 2 minutes, bon. Justement, encore dans votre expertise, sous la rubrique « Intimidation en contexte sportif », l'ampleur de l'intimidation chez les jeunes en contexte sportif et là, les facteurs de risque. Et là, je vois ici les victimes. Puis là, vous déterminez qui, potentiellement, peut être victime ou les plus faciles à être victime. C'est ce que je comprends. Et là, les auteurs. Premier point, être un garçon. Pourquoi vous arrêtez à être un garçon? Pourquoi vous ne mettez pas également aussi, parce qu'on l'a vu, là. Je ne sais pas si vous avez vu ça passer, là, le club de hockey Harvard des femmes, le basketball à McGill, il y avait des filles aussi dans ça. Fait que, je ne veux pas qu'on tire juste à un endroit, là. Si on veut régler le problème, il faut regarder l'entièreté du problème, puis ça arrive partout, là. Pourquoi vous dites juste être un garçon aussi, dans les auteurs? Bien, en fait, vous êtes dans la section des facteurs de risque. Pour identifier les facteurs de risque, ce qu'on regarde, c'est la fréquence de survenue d'un problème et on regarde quels sont les facteurs qui augmentent cette fréquence-là dans un groupe par rapport à l'autre. Tout ce que le facteur de risque dit, c'est qu'être un garçon fait en sorte que le risque augmente. Okay. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de risque si vous n'êtes pas un garçon. Donc, c'est toujours comparativement à ce qu'on observe de façon générale dans une population de sportifs, garçons et filles. Bien, le fait d'être un garçon augmente le risque d'intimider, d'être un intimidateur, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de filles qui font de l'intimidation. Donc, c'est la compréhension du facteur de risque. Et nos analyses sont basées sur les études scientifiques qui sont publiées, qui sont faites dans les universités. Puis, comme on disait au début, une des limites qu'on a, c'est que le phénomène de la violence en contexte sportif est très peu étudié, documenté. Ça fait très peu d'années qu'on se penche sur cette question-là. Donc, on n'a pas beaucoup de données. Alors, on travaille, puis on bâtit l'expertise à partir du corpus de données qui nous est accessible et qu'il faut enrichir absolument. Puis bien présenter les choses, parce que vous avez raison, c'est pas... Désolée de vous interrompre, notre temps est écoulé. Merci beaucoup. Non, il n'y a pas de problème. Merci. Je vais maintenant la parole au porte-parole du deuxième groupe d'opposition, Monsieur le député de Rosemont. Oui, merci d'être là. Vous avez trouvé ça court avec mon collègue. Bien, imaginez avec moi, ça va être 3 minutes 53. Alors, on va y aller rondement, puis tant pis pour les salutations, on les fera après. J'ai l'impression que vous voulez vraiment sauter dans l'arène, mais qu'on ne vous ouvre pas nécessairement, ou sur la glace, puis qu'on ne vous ouvre pas nécessairement la possibilité de le faire. Je pense qu'on prend la place qui est la nôtre. Puis c'est pour ça que lorsqu'on a reçu la convocation pour cette commission, on a sauté sur l'occasion immédiatement en disant oui, c'est une conversation qu'on veut avoir avec les acteurs. On pense qu'on a une perspective et une contribution particulière à faire dans ce domaine-là, qui est différente de celle de beaucoup des autres acteurs que vous avez invités. OK. Vous avez dit tout à l'heure, il faut plus de données, il faut les centraliser. Ça serait le rôle de qui ou de quoi de les centraliser? Qu'est-ce que ça ferait ta solution de... Bien, il faut nécessairement que ça pourrait être au niveau, soit par exemple au niveau de la direction loisirs et sports du ministère de l'Éducation, mais il faut clairement que ça soit centralisé par un organisme indépendant.
OK. La ministre Charest travaille sur une nouvelle politique en prévention de violence, intimidation dans le sport. Bref, elle se penche là-dessus, puis les événements des dernières semaines ont précipité la chose, ou en tout cas rendu la chose plus nécessaire. Là. De un, est-ce que vous avez été invité à participer à ces travaux de la ministre Charest? De deux, est-ce que, par exemple, la création d'un réel poste de commissaire au traitement des plaintes et à l'intégrité dans le sport, plus qu'un bureau, qui n'est qu'un bureau, là, en tout respect pour les gens qui travaillent là, ce n'est qu'un bureau. Est-ce que c'est une avenue valable à vos yeux? Dans les mécanismes gouvernementaux, vous avez différentes possibilités pour responsabiliser soit un ministère, soit des commissaires ou des ombudsmen. On n'a pas fait de réflexion précise sur la meilleure modalité, mais il est vrai qu'il faut qu'il y ait une personne avec un statut, avec une responsabilité de neutre pour pouvoir faire ces données-là. Une fois qu'elle serait faite, nous, à l'Institut, ce qu'on veut, c'est pouvoir y accéder pour pouvoir compléter, pour utiliser l'information qui aura été compilée pour pouvoir continuer de suivre adéquatement l'état de santé physique et mentale des jeunes et des jeunes adultes qui font leur sport. Donc, on n'a pas finalisé notre réflexion sur le modèle précis à votre question. Il faut quelqu'un... Honnêtement, je comprends seulement de votre hochement de tête à la négative que vous n'avez pas été consulté par la ministre Charest parce que les scripteurs ne prennent pas les hochements de tête dans nos transcripts. Excusez-moi, on n'a pas été consulté. Vous assurez de... Allez-y. Je voulais juste dire que l'important, c'est d'avoir quelqu'un qui peut poser des questions et qui peut faire rapport. C'est ça qui est important, quelle que soit la forme institutionnelle qu'on prend. Je vais rapidement, là, dans votre rapport dont vous avez parlé tout à l'heure, le Smith et ses collaborateurs, ça c'est un chercheur, dresse également le portrait de certaines organisations sportives où l'accès aux parents est restreint, voire interdit, où peu d'explications leur sont données sur le cheminement de leur enfant et où les liens des jeunes avec l'extérieur sont restreints. Ce genre de milieu favorise une certaine forme d'isolement chez les jeunes sportifs à l'intérieur de la structure, les rendant ainsi plus vulnérables. J'ai l'impression de lire un peu un chapitre qui toucherait assez fortement la Ligue de hockey junior majeure. Est-ce que vous avez étudié justement précisément cet écosystème qui est très particulier avec des jeunes mineurs? Il vous reste à peu près 15 secondes. Merci. Merci. Votre contribution à ces travaux. J'informe aussi les membres de la commission que le mémoire est effectivement déposé donc sur le site greffier. Vous pourrez le consulter. En ce qui me concerne, j'ajourne les travaux pour accueillir notre deuxième groupe. Merci.